vous le pouvez également. La première question qu'on se pose, c'est pourquoi c'est arrivé en Algérie? Pourquoi l'Algérie a connu cette déchirure, c'est le nom du film, cette guerre si atroce, alors que relativement à cela, au Maroc ou en Tunisie par exemple, ça s'est beaucoup plus facilement déroulé? Bien, je dirais d'abord tout simplement parce que l'Algérie c'était la France. C'est-à-dire que l'Algérie, à la différence du Maroc, de la Tunisie, de l'Indochine ou du Sénégal, qui sont d'autres colonies françaises, avait été administrativement rattachée à la France au XIXe siècle. Et il y a eu par conséquent une sorte de modèle algérien. Modèle algérien dans l'histoire coloniale française, qui est ce rattachement complet, donc la forme, l'organisation de départements, mais aussi une dépossession foncière massive, mais aussi et surtout l'arrivée d'une colonie de peuplement considérable, bien sûr. Ce qui n'était pas le cas au Maroc, ce qui était beaucoup moins le cas au Maroc, en Tunisie, c'est-à-dire des Italiens, des Maltais, des Espagnols qui sont venus de toute la Méditerranée, mais également de métropoles, bien sûr, et qui ont formé cette énorme colonie de peuplement de près d'1 million de personnes qui étaient en Algérie en 1954, dont tous, loin s'en faut, n'étaient pas des colons, mais des gens de conditions très modestes, hein, il faut le signaler, bien sûr. Et donc, par conséquent, il y a cette sorte d'exemplarité, de singularité du modèle algérien, à laquelle il faut ajouter aussi quelque chose de très important, c'est le Sahara. Parce que le Sahara est le plus grand désert du monde, et c'est dans le Sahara, bien sûr, qu'il y a les gisements pétroliers et gaziers considérables, et le lieu aussi d'expérience nucléaire que la France va faire en 1960, comme le film le rappelait. Et donc, que ce soit l'installation d'une colonie de peuplement, le rattachement administratif de l'Algérie à la France, et l'existence de l'immensité saharienne, et bien pour toutes ces raisons, évidemment, la guerre d'Algérie va être longue, va être compliquée, et pendant un certain nombre d'années, eh bien, la classe politique française, quasiment unanime, ne va pas s'y résoudre, va considérer que l'Algérie, c'est la France, que ce soit à gauche, on l'a vu, mais aussi à droite. C'est très surprenant d'ailleurs, avec le recul des années, pour ceux qui ont 20, 30, 40 ans, d'entendre François Mitterrand, à l'époque, d'autres dirigeants dire l'Algérie c'est la France, on est en 1950. Dans les années 50, le mouvement vers la décolonisation semble déjà une évidence, rétrospectivement bien sûr. Mais c'est un côté irréel d'entendre ces dirigeants. Et tout à fait, vous avez raison de signaler ce phénomène considérable, c'est la décolonisation qui est un fait historique indéniable. L'Inde est devenue indépendante, le Pakistan, l'Afrique, l'Indonésie, c'est le vent qui souffle qui est celui de la décolonisation. Et pourtant, l'Algérie est considérée comme une province française, comme à part dans l'histoire générale de la décolonisation, ce que, bien entendu, le général de Gaulle va vite mesurer comme étant partie prenante, disons, dans ce mouvement général, et la France ne peut pas s'abstraire du mouvement général de la décolonisation. Deuxième question, ce qui apparaît dans le film, c'est que à certains moments, et notamment vers la fin de la guerre, en 61, 60, 61, la victoire militaire semble quasiment acquise, mais qu'il y a une déconnexion totale, finalement, entre les enjeux militaires et les enjeux politiques. Parce que, effectivement, la victoire militaire de la puissance coloniale, de la France, hein, bien sûr. 400 000 soldats présents sur le terrain en permanence, c'est considérable. Le plan Chal a été terrible. La guerre d'Algérie sous le général de Gaulle a été absolument terrible. C'est rappelé aussi, bien évidemment. Mais en même temps, la France, au plan politique international, est en position d'isolement. Mais en même temps, il y a une armée des frontières qui est considérable en Maroc et en Tunisie. Mais en même temps, il y a une immigration algérienne en France qui est très fortement organisée. Ali Haroun pourra en parler mieux que moi, bien sûr, qui est forte de dizaines de milliers de militants. Si on additionne, disons, tous ces éléments-là, qui sont des éléments politiques et pas simplement militaires, alors, bien évidemment, la partie, à partir de 1959, 60, 61, est très très mal engagée pour la puissance française, bien évidemment. Plus d'un point de vue politique que d'un point de vue militaire. Oui, allez-y, Jean-Jacques Jourdain. Et puis je crois aussi qu'il y a la bataille des médias. Très rapidement, à partir de 57-58, dans les médias, c'est le FLN qui apparaît comme mener une guerre juste. Et donc, de fait, ça relègue l'armée française dans une guerre injuste. À l'époque, vous diriez qu'en métropole, le FLN apparaissait comme tenant de la juste cause. Ça commençait en 58 et ça s'est agrandi ensuite en 59-60. Mais le débat politique, il se fait aussi à l'extérieur de l'Hexagone. Hein, on l'a vu dans le film. Il se fait aussi à l'ONU. Les non-alignés, l'ONU. Voilà. Et donc, il y a aussi un appui qui est apporté au FLN. Il faut signaler aussi quand même que le sentiment national algérien est quand même très puissant, on l'a vu aussi, dès décembre 1960, les manifestations massives dans les grandes villes algériennes, où le drapeau algérien est brandi pour la première fois dans les rues, ça commence à devenir quelque chose qui s'empare, disons, d'un certain nombre de populations civiles, et pas simplement, bien sûr, restant dans les campagnes ou dans une bataille, dans une guerre entre l'armée française et la LN. Là, c'est autre chose, ce sont des masses urbaines qui font irruption. Troisième point difficile pour la France. Troisième point d'histoire.
et je pense qu'il reste peut-être une énigme, qu'avait vraiment De Gaulle en tête lorsqu'il arrive au pouvoir en 1958 pour l'Algérie? Alors là, vous savez que c'est la grande question de la guerre d'Algérie. De Gaulle a-t-il abandonné ses idées? De Gaulle a-t-il trahi les engagements qui étaient les siens? Alors là, vous savez, il y a toute une littérature absolument gigantesque qui a été produite sur cette question. On comprend bien que c'est ceux qui sont les partisans de l'Algérie française qui l'appellent le plus fort à revenir au pouvoir. Mais là, qu'à cette époque-là, vous pensez qu'il croit que l'Algérie peut rester française? Vous savez, j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là, j'en ai même fait un livre sur De Gaulle et l'Algérie. Et mon intime conviction, c'est que lorsque De Gaulle arrive au pouvoir en mai 1958, son intime conviction, c'est qu'il faut faire bouger les lignes. C'est que le statu quo est impossible. Mais il ne pense pas pour autant à l'indépendance de l'Algérie. Je ne crois pas. De Gaulle n'était pas, quand il est arrivé au pouvoir, pour l'indépendance de l'Algérie. Peut-être réfléchissait-il à une solution de type Commonwealth, une solution de type fédéral. Et il a essayé de manœuvrer, de négocier, de temporiser, de sortir du statu quo, mais c'était pratiquement une mission impossible. Parce que, effectivement, comme on le rappelait tout à l'heure, il y avait cette présence, disons, internationale très forte, parce qu'il y avait bien sûr aussi cette armée des frontières, cet isolement politique de la France. Donc il sentait bien qu'il fallait sortir. Et de l'autre côté, il y avait la position du FLN, qui était contre toute solution fédérale, qui était contre, bien sûr, toute partition possible, parce que le général de Gaulle a essayé jusqu'au bout de conserver le Sahara dans le giron de la France, mais la radicalité, les positions exprimées par le GPRA interdisaient ce type de négociation ou de solution politique. À partir de là, bien sûr, eh bien, on est allé progressivement, notamment à partir de 1960-61, vers des négociations directes et vers l'indépendance de l'Algérie. Est-ce qu'à votre avis, De Gaulle a pu espérer jusqu'au dernier moment que les 800 000 Européens ou le million d'Européens pourrait rester en Algérie, ne serait pas obligé quasiment du jour au lendemain de faire ses valises? Alors, ça, je crois que De Gaulle, enfin, pour reprendre un peu ce qu'a dit Benjamin Stora, en 58, il reste un petit peu Algérie française, mais très peu de temps. Et il s'aperçoit quand il fait ses premiers voyages, que finalement, l'Algérie, c'est pas tant la France que ça. Et je crois qu'à la fin 58, déjà, il commence à évoluer, à changer. Alors par rapport au départ de ceux qui vont devenir pieds noirs, effectivement, De Gaulle ne pense pas qu'ils puissent tous revenir. Il sait bien que dans cette Algérie-là, les Européens sont composés de Français, mais aussi d'Espagnols, d'Italiens, de Maltais, d'Allemands, de Suisses, et que pour la plupart, les Français dits de souche, comme il le dit souvent, vont peut-être revenir. Mais les Espagnols ou les Italiens qui sont devenus Français vont rester. Et donc, il ne s'attend pas à ce départ. Et en même temps, il s'attend d'autant moins à ce départ qu'il ne les veut pas non plus. Puisqu'il veut se servir de cette masse de Français pour peser sur les discussions en 61 et 62, peser sur les discussions avec le FLN. Et là, on peut dire que l'histoire lui a échappé. Oui, je pense qu'il y a eu une sous-estimation de sa part sur cet aspect-là, bien entendu. Parce que 50 ans après, je crois que ça ne se discute plus, c'est la question du passage à l'indépendance de l'Algérie. Par contre, ce qui se discute, c'est les conditions de ce passage à l'indépendance. C'est la façon dont ça s'est produit, les circonstances. Et ça, c'est un vrai débat historique, c'est un vrai débat à caractère politique et culturel. Et là, on peut dire effectivement que si De Gaulle avait anticipé, avait compris qu'il fallait effectivement faire bouger les lignes et sortir du statu quo, par contre, sur la question, et on y reviendra bien sûr, du mouvement des pieds noirs, de la question des harkis, etc., le départ extrêmement rapide, en quelques semaines à peine entre le mois de mars et le mois de juillet 62, a été effectivement une sorte de départ extrêmement précipité qui va provoquer à la fois des déchaînements de violence, la question de l'OS, les exactions qui ont été commises, la politique de la terre brûlée, le massacre des harkis, tout ça, ça s'est fait dans un laps de temps extrêmement comprimé, extrêmement réduit. Monsieur Haroun, le point de vue de l'ex-FLN, disons, oui, est-ce que d'après vous, ça aurait pu se dérouler à ce moment-là, l'indépendance, dit Benjamin Stora, inévitable, les conditions de l'indépendance, est-ce qu'elles auraient pu être autres? Je voudrais rectifier un point au sujet de l'idée de De Gaulle. Je crois qu'on fait beaucoup d'hypothèses. Est-ce qu'il pensait que les Français d'Algérie allaient rester, ils allaient partir? Il y a quelque chose de précis, et on peut le savoir. Du côté français, en tout cas du côté algérien, au niveau du CNRA, des Conseil national de la Révolution algérienne, on pensait qu'il allait rester environ 400 000 Européens en Algérie. C'est-à-dire à peu près la moitié. La moitié. Et puis, on a pensé également que du côté français, il semble
que du côté de De Gaulle, il pensait exactement à peu près à ce chiffre-là. Pourquoi? C'est ce qui explique pourquoi, dans les accords d'Évian, vous avez toute une série de textes qui prévoient des garanties pour cette minorité européenne. Si on l'avait su, ou si on pouvait prévoir que ou bien De Gaulle ne pensait pas à cette présence, ou bien que ces Européens allaient partir, on n'aurait pas tellement discuté alors de pourquoi? cela. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors voilà, c'est ce que vient de dire Benjamin Stora. Des deux côtés, on n'a pas prévu ce qui s'est passé entre le cessez-le-feu et l'indépendance. Il y a eu, d'une part, le fait que, après le cessez-le-feu, il n'y a pas eu d'autorité réelle. Cette autorité réelle qui aurait pu gérer cette période difficile. Une autorité réelle côté français. Je parle du côté du FLN. Côté FLN. Du côté du FLN, c'est quelque chose qui est peut-être moins connu, mais au bout de 50 ans, vous savez, il faut que nous parlions le vrai et que nous disions la vérité. Les luttes de clans, vous en parlez beaucoup. C'est à ça que vous faites allusion? Je fais allusion au fait que, au niveau du FLN, et c'est cela, parce qu'on accuse le FLN d'avoir fait énormément, d'avoir manqué à ses obligations. D'avoir tué. Oui, ils ont le clairement, il aurait d'avoir tué massacré. beaucoup de gens pendant cette période. Or, ce n'est pas tout à fait exact. Le FLN authentique, le vrai FLN, le FLN, je dirais, historique, le FLN qui a fait la guerre, celui-là, eh bien, il s'est dispersé, il s'est rompu, il a disparu le 6 juin 1962 à Tripoli, lorsque il y a eu ce congrès au cours duquel, eh bien, il y a eu une lutte de pouvoir entre les grands chefs. En quelque sorte, vous nous dites c'est la vacance du pouvoir qui a fait que chacun il y a eu des dépassements de partout. À des sentiments de revanche. Nous avions eu l'OS qui avait lancé la politique de la terre brûlée. De l'autre côté, vous n'aviez pas une autorité du FLN qui pouvait vraiment gérer cette période difficile. Et là, il y a eu tous ces dépassements et il y a eu ce sauf-qui-peut général parce que les gens n'avaient plus aucune confiance dans la situation. Ça nous amène à l'autre question que pose ce film, et là je voudrais vous entendre chacun d'entre vous, sur cette hyper-violence qui saute aux yeux. Des femmes au sein coupé, un terrorisme aveugle, du napalm, de la torture, de chaque côté, cette violence qui semble, sinon unique dans l'histoire, malheureusement non, mais en tout cas qui semble atteindre un degré rarement atteint. D'où vient, selon vous, cette hyper-violence qui a marqué ce conflit? Je crois que cette violence, on oublie simplement que cette violence s'est manifestée au moment de l'occupation de l'Algérie. Si vous lisez les lettres des généraux de l'occupation, vous verrez qu'il y a eu des seins coupés, vous verrez qu'il y a eu des oreilles coupées. Un général qui disait... Saint-Arnaud, qui disait « je vous donnerai 1 franc par oreille coupée ». Et vous avez des soldats de l'époque qui venaient avec des sacs pleins d'oreilles coupées. Donc, si vous voulez, cette violence a marqué l'Algérie dès le départ. Ensuite, la colonisation même de l'Algérie a été marquée du sceau de cette violence. Dans la violence. Jean-Jacques Jordi. Oui, moi je serais un peu plus nuancé parce que il est vrai que la colonisation a importé, et les guerres de conquête coloniales ont importé une violence. Mais si on regarde les XVIIe et XVIIIe siècles, on s'aperçoit que cet espace, qui n'est pas encore un espace algérien, il n'y a pas d'Algérie à cette époque, hein, c'est un espace sous le gouvernement turc, enfin sous la régence turque, c'est déjà un pays où la violence s'exerce et elle a peut-être une violence millénaire qui existe dans ce pays. La colonisation, et la France a apporté la sienne. Plus qu'ailleurs.